Considérons une source ponctuelle S qui éclaire un objectif O limité par un contour circulaire. L'image S' est une petite tache de diffraction dont nous étudions la structure. Les ondes émises par S sont des sphères de centre S. Si l'objectif O est parfait, les ondes transmises sont des sphères de centre S', image géométrique de S. D'après le principe de Huygens-Fresnel, tous les points de la surface d'onde sigma, tels que M1, M2, M3, M4, etc., se comportent comme des sources secondaires en phase. Ces points émettent ou diffractent des vibrations susceptibles d'interférer. Pour rendre les schémas plus clairs, on représente les vibrations émises par quelques points seulement. Toutes les vibrations arrivent en même temps en S', puisque S' est le centre de la sphère sigma. Donc, toutes les vibrations sont en phase en S'. Elles ajoutent leurs amplitudes et il y a maximum de lumière en S'. Mais les vibrations diffractées par les différents points de la surface d'onde sigma atteignent d'autres points du plan image pi. On voit que les vibrations n'arrivent plus en phase en P', car les longueurs M1P', M2P', M3P', etc. sont différentes. Pour certaines vibrations, le retard delta est égal à une demi-longueur d'onde ou à un multiple impair et elles se détruisent. Pour d'autres, le retard delta est égal à une longueur d'onde ou à un nombre entier de lambda et elles s'ajoutent. Entre certaines limites imposées par la géométrie du système, on observe toutes les valeurs possibles du retard delta. Donc, en un point P' quelconque, l'intensité est certainement inférieure à l'intensité en S'. Pour connaître l'amplitude et par conséquent l'intensité en P', il faut calculer l'amplitude résultante de toutes les vibrations émises par tous les points de la surface d'onde. L'image S' de la source ponctuelle S est appelée disque d'Airy. Elle est formée par une tache centrale très brillante, entourée d'anneaux brillants et d'anneaux noirs. L'intensité des anneaux brillants décroît très rapidement lorsqu'on s'écarte de la tache centrale. C'est ce que montre la courbe suivante, qui donne la répartition des intensités en fonction de la distance du point considéré au centre du disque d'Airy. Cette tache de diffraction est l'image d'une source ponctuelle donnée par un objectif parfait et rigoureusement mise au point. Voici le même disque d'Airy obtenu avec un laser à hélium-néon. La partie centrale, très intense, a été masquée pour qu'elle ne voile pas le reste de l'image. Si le bord du diaphragme limitant l'objectif possède une irrégularité, même très petite, les anneaux de diffraction, en particulier les anneaux éloignés du centre, sont immédiatement modifiés. C'est ce que montre cette figure de diffraction. Étudions maintenant l'influence d'un défaut de mise au point sur la structure de la tache de diffraction. Au lieu d'observer l'image dans le plan pi, passant par le centre S' de l'onde sigma, on déplace le plan de mise au point d'une petite distance epsilon et on observe l'image dans le plan pi'. Même au centre C', on voit que les vibrations émises par les différents points de surface d'onde n'arrivent plus en phase. Par exemple, M2C' est plus petit que M1C'. Il en résulte une baisse d'intensité du maximum central. Mais comme l'énergie recueillie par l'objectif est toujours la même, ce sont les anneaux qui augmentent d'intensité et il n'y a plus d'anneaux parfaitement noirs. La lumière passe du centre de la tache vers les anneaux qui augmentent d'intensité. Et tout se passe comme si la tache de diffraction s'élargissait. On peut caractériser le défaut de mise au point par la différence delta égale M1C' moins M2C', qui est proportionnelle à alpha'2. Delta égale epsilon alpha'2 sur 2. Si delta égale lambda, ou 2 lambda, ou 3 lambda, on constate que le maximum central devient nul, la tache de diffraction présente un centre noir. Les figures de diffraction sont les mêmes que le plan pi' se trouve à gauche ou à droite du plan pi. Voici un montage
qui permet d'observer ou de projeter les tâches de diffraction. La source est un laser à gaz hélium-néon. Le faisceau, issu du laser, traverse un objectif de microscope. L'image obtenue est au foyer de l'objectif à étudier. La tâche de diffraction peut être observée soit directement, soit en projetant l'image à l'aide d'un deuxième objectif de microscope. Voici quelques aspects de tâches de diffraction en présence de plusieurs défauts de mise au point. C'est la figure de diffraction obtenue lorsqu'on s'écarte très peu du plan passant par l'image parfaite. Nous avons maintenant une tâche de diffraction à centre noir. La différence de marche delta est ici égale à une longueur d'onde. Si l'objectif est imparfait, les ondes transmises ne sont plus sphériques. Étudions d'abord le cas où l'objectif possède de l'aberration sphérique. La surface d'onde sigma' reste de révolution, mais elle n'est plus sphérique. Entre la surface d'onde réelle sigma' et une sphère sigma, il y a un écart delta qui peut représenter l'aberration de la surface d'onde réelle. Les rayons ne convergent plus en un seul point. Ici, par exemple, les rayons centraux convergent en S'1 et les rayons marginaux en S'2. La position de l'image varie avec la position du point d'intersection du rayon incident et de l'objectif. Considérons d'abord une lentille éclairée en faisceau parallèle. Les rayons centraux convergent au foyer paraxial S'(O) et les rayons marginaux au foyer marginal S'(M). Les rayons sont tangents à une surface appelée surface caustique. La nappe caustique ne se compose pas seulement de la surface que nous venons de voir et qui est appelée nappe tangentielle. Elle comporte une autre nappe dite nappe sagittale, qui est formée par la partie de l'axe située entre le foyer paraxial S'(O) et le foyer marginal S'(M). Si on coupe le faisceau par un plan perpendiculaire à l'axe du système, l'image de la source ponctuelle est une tâche d'aberration géométrique. C'est l'aspect géométrique de l'aberration sphérique, et il ne s'observe que si l'aberration est très forte, c'est-à-dire si l'ouverture de la lentille est importante. La diffraction peut être négligée. Réduisons fortement l'ouverture de la lentille à l'aide d'un diaphragme. On peut caractériser l'aberration sphérique par l'écart delta qui existe entre la surface d'onde réelle sigma' et une sphère de référence sigma. Choisissons une sphère sigma dont le centre est le foyer paraxial S'(O). Si l'angle alpha' reste petit, delta est proportionnel à alpha'4. Delta égale A alpha'4. A est une constante qui dépend de la lentille. On dit que l'on étudie l'aberration sphérique du troisième ordre. Si l'aberration est faible, l'aspect géométrique du phénomène disparaît. La tâche devient une tâche de diffraction. Étudions la tâche de diffraction dans le plan π, passant par l'image paraxiale S'(O). Les différents points de la surface d'onde réelle sigma' émettent des vibrations qui n'arrivent pas en phase en S'(O). En effet, les vibrations qui partent de deux points quelconques M1 et M2 n'arrivent pas en même temps en S'(O par exemple. En chaque point P', il faut calculer l'amplitude résultante de toutes les vibrations émises par tous les points de la surface d'onde. Déplaçons le plan π et étudions la tâche de diffraction en S'(1) pour une position quelconque du plan d'observation. Cela veut dire que le centre de la sphère de référence est maintenant en S'(1) et le nouvel écart delta' est la somme de l'écart delta dû à l'aberration sphérique, delta égale A alpha'4, et de l'écart petit delta
due à un déplacement epsilon du plan de mise au point. Petit delta égale epsilon alpha prime 2 sur 2. Delta prime égale delta plus petit delta égale A alpha prime 4 plus epsilon alpha prime 2 sur 2. L'aspect de la tâche de diffraction varie rapidement. Lorsqu'on passe du foyer paraxial au foyer marginal, la tâche centrale devient d'abord plus intense. Les anneaux de diffraction apparaissent. Puis la tâche centrale devient plus étroite et moins lumineuse. Les anneaux de diffraction augmentent de plus en plus. La structure des tâches dépend de l'importance de l'aberration, mais l'évolution du phénomène reste d'une façon générale analogue à celle que l'on vient de montrer. Voici quelques aspects de la tâche de diffraction d'un objectif en présence d'aberrations sphériques du troisième ordre. D'abord, une tâche de diffraction au voisinage du plan passant par l'image paraxiale et correspondant à une aberration delta égale 2 lambda. Et voici l'aspect des tâches lorsqu'on se déplace vers le foyer marginal. Coupons maintenant le faisceau par un plan R passant par l'axe SOS' de la lentille O. On peut représenter dans ce plan les lignes d'égale intensité ou courbes isophotes au voisinage de S'. Voici l'aspect des courbes isophotes en présence d'une aberration sphérique, delta égale 2 lambda. La ligne en pointillé montre la nappe tangentielle de l'aberration sphérique. On voit que pour des aberrations faibles, la diffraction modifie profondément l'aspect géométrique des phénomènes. Considérons un objectif O bien corrigé de l'aberration sphérique pour les deux points S et S' sur l'axe. Écartons un peu la source ponctuelle S de l'axe de l'objectif O et étudions l'aspect de l'image de la source ponctuelle. Le point géométrique S' est l'image de S, si l'objectif O est parfait et si l'on néglige la diffraction. Nous supposons d'abord que l'aspect géométrique des phénomènes prédomine. La tâche image au voisinage de S' a une forme très particulière. Elle présente la forme d'une queue de comète. Aussi appelle-t-on cette aberration coma. Pour faire l'expérience et observer la coma, nous allons prendre un objectif bien corrigé des aberrations, sauf de la coma. Nous plaçons l'objectif sur le montage que nous avons utilisé précédemment. L'objectif possédant de la coma forme la tâche image dans ce plan. Et l'on observe cette tâche soit à l'aide d'un viseur, soit au contraire par projection. Ce schéma montre comment se groupent les rayons lorsqu'on écarte progressivement la source ponctuelle de l'axe. Le plan YOX est le plan qui contient l'axe OX de l'objectif et le point source S. Le rayon qui part du centre de l'objectif et qui provient de la source ponctuelle aboutit en un point que nous appelons S'. Les deux rayons qui partent des extrémités du diamètre vertical aboutissent en A'. Les deux rayons qui partent des extrémités du diamètre M1, M2 aboutissent en B'. A' et B' sont situés aux extrémités du diamètre d'un petit cercle tangent à deux droites S'P1 et S'P2, faisant un angle de 60 degrés. Si on diaphragme l'objectif, on réduit le cercle sans changer S'P1 ni S'P2. Le point S' serait l'image limite obtenue en diaphragmant très fortement l'objectif et en négligeant la diffraction. On peut dire que la tâche de coma est formée par la succession et la superposition de cercles lumineux tangents à deux droites, formant un angle de 60 degrés. Il faut remarquer que si un rayon décrit un cercle sur l'objectif, sa trace dans le plan image décrit deux fois le cercle de la tâche chromatique.
Réduisons beaucoup la comma de l'objectif. L'aspect géométrique du phénomène disparaît et la diffraction intervient. Voici l'aspect de la tâche de diffraction en présence de comma dans un plan passant par l'image paraxiale. On peut tracer les courbes isophotes, cette fois, dans le plan de front pi contenant la tâche image. La ligne en pointillé montre le contour géométrique de la tâche. On voit que là aussi, la diffraction modifie profondément les phénomènes. Il est rare que l'on observe la comma à l'état pur. Elle se superpose souvent à l'aberration sphérique ou encore à une nouvelle aberration que nous étudions maintenant. Reprenons une lentille simple et écartons notablement la source ponctuelle de l'axe de la lentille. On constate que la caustique se modifie sensiblement, mais elle présente encore deux nappes distinctes, issues respectivement des nappes sagittales et tangentielles de l'aberration sphérique. Les rayons lumineux sont tangents à ces deux nappes. Donnons à la lentille une petite ouverture. On peut alors constater la présence de deux aires d'amincissement qui sont pratiquement deux petits segments de droite. Ce sont les focales du pinceau, la focale tangentielle T et la focale sagittale S. On dit que l'objectif est astigmate. Si l'on réduit l'importance de cette aberration, l'aspect géométrique est modifié par la diffraction. Voici l'aspect d'une focale d'astigmatisme et de la tâche située à égale distance des deux focales. C'est ce qu'on appelle le cercle de moindre diffusion. Voici les courbes isophotes dans le plan de front passant par le cercle de moindre diffusion. Enfin, on peut étudier la tâche image en présence des trois aberrations précédentes, comme le montrent ces courbes isophotes calculées par Maréchal.